Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc, je vais présenter aujourd'hui avec vous le module de télécommunication. On va commencer par des généralités sur les télécommunications. Donc, nous avons l'introduction. Deuxièmement, l'historique des télécommunications. Troisièmement, les normes et les standards de télécommunication. Donc, la définition, nous avons que télécommunication, le terme télécommunication fut inventé en 1904 par Estaniui. Le terme vient du grec télé, au loin et distant, donc maintenant au loin ou la distance, et du latin communication qui signifie communiquer à distance. Donc, on a les réseaux de télécommunication. Le terme réseau de télécommunication désigne l'ensemble des moyens techniques permettant l'acheminement fidèle et fiable d'informations entre au moins deux points quelconques pour un coût raisonnable. Donc, nous avons fait la figure d'un exemple d'un réseau de télécommunications. Donc, on dit l'ordinateur, le signal, le moyen de télécommunication. Donc, on dit la même chose entre l'émetteur et le récepteur. Donc, le réseau de communication, on dit des courriers à longue distance, des services vidéo, services de téléphonie, express mail, des informations et des services de base de données et d'informations, des services de sécurité pour la lecture les utilitaires qui utilisent le mètre et pour le shopping, un catalogue de shopping. Donc, nous avons le besoin du SDN, Basic Access, Local Switching Center, le SDN, Primary Access. Donc, tous les sont reliés soit un fax, téléphone, un terminal, un ordinateur multimédia, ou bien la même chose pour la partie émission et réception. Pour la fidélité, c'est la transparence d'un réseau qui restitue exactement l'information émise malgré les imperfections des moyens techniques et les perturbations. La fiabilité, c'est la permanence de la disponibilité du service malgré les pannes qui sont inévitables dans tout dispositif technique. L'historique et évolution des télécommunications, quoique le terme télécommunication soit relativement récent, le besoin de communication à distance date déjà de l'Antiquité. Donc, l'historique a dit carré de Polybe. Polybe, historien grec, environ 200 jusqu'à moins 125 قبل الميلاد, donc à l'origine du premier procédé de chiffrement par substitution. C'est un système de transmission basé sur un carré de 25 cases. Chaque lettre peut être ainsi représentée par un groupe de deux chiffres. Celui de sa ligne et celui de sa colonne. Ainsi, par exemple, E égale à 15, le U c'est 51, le N pardon, c'est 34, etc. Donc, voici le carré. Donc, on dit 1, 1, c'est A. 2, 1, c'est B. 3, 1, c'est C. 4, 1, c'est D, ainsi de suite, jusqu'à avoir Z ou 5, 5. Donc, toujours avec le carré de Polybe. Donc, Polybe proposait de transmettre ces nombres au moyen de torches. Une torche à droite et 5 à gauche pour transmettre la lettre E, par exemple. Ce procédé permettait donc de transmettre des messages sur des longues distances. Donc, voici un exemple de la transmission de la lettre E. Donc, toujours avec le carré de Polybe,
Les Romains ont utilisé ce code pour transmettre les informations vers des lieux éloignés en construisant des tours à signaux ou tours à feu. L'information est transmise de tour à autre par reproduction des mêmes signaux lumineux visualisés de loin à l'aide de lunettes. Donc, ici, par exemple, on a pour le mot allo, A-L-L-O, c'est 11, 31, 31, 34. Deuxièmement, nous avons télégraphe visuel et mécanique de Chappe. Cette réalisation des frères Chappe en 1794 était basée sur un dispositif mécanique. Donc, nous avons trois règles mobiles au haut d'un mat codé par leur position des mots d'un lexique. Grâce à l'utilisation d'une chaîne d'observateurs relayant la transmission, des messages pouvaient être communiqués en quelques minutes sur des distances importantes. Donc, télégraphe visuel et mécanique de Chappe. Le télégraphe de Chappe fut installé à Alger en 1842, entre 1842 et 1953, pour les besoins de l'administration militaire coloniale qui créait ce réseau constitué de deux axes, Alger-Oran et Alger-Constantine, avec des ramifications vers Mdia, Mascara et Tlemcen. Donc, télégraphe visuel et mécanique de Chappe, voici un schéma. Donc, j'ai un indicateur avec un régulateur, indicateur et contrepoint, le câble, le mât fixe, des lunettes, lunettes polies. Donc, ça, c'est télégraphe Chappe système Milan. Donc, voici l'image réelle. Donc, c'est télégraphe visuel et mécanique de Chappe. Donc, l'image théorique, donc sous forme d'un petit bâtiment. وعندي هذه l'antenne تكون en haut, tout simplement. Donc, un autre exemple, c'est un télégraphe visuel et mécanique de Chappe. Donc, il y en a plusieurs. Ils communiquent مع بعضهم, bien sûr. Le télégraphe de Chappe peut transmettre des messages non cryptés en utilisant une table de correspondance entre les positions des trois règles et l'alphanumérique. Par exemple, comme vous voyez ici, cette position, c'est le E. Cette position, c'est L. Cette position, c'est P. Cette position, c'est T. Cette position, c'est Z, ainsi de suite. Donc, comme il peut transmettre des messages cryptés en utilisant une table de correspondance entre les positions des règles et les numéros, dont la signification se trouve dans un document secret appelé vocabulaire. Et voici l'exemple, la figure, dis donc, les signaux de correspondance. Maintenant, on va passer au télégraphe de Morse. Donc, en 1832, Morse répond à un concours public visant à trouver un moyen de communication à distance simple et efficace pour transmettre l'information en utilisant le courant électrique à travers des fils. Il gagne ce concours, mais son invention ne connaît pas de suite immédiate. Donc, nous avons en 1838, Morse propose son alphabet appelé code Morse, qui est un code de transmission d'informations pour la télégraphie utilisant seulement deux caractères appelés brèves et langues ou points et traits, lorsqu'on transcrit sur papier. Donc, télégraphe de Morse, donc nous avons un émetteur, un manipulateur, qui travaille avec une batterie, donc un des ressorts, des bobines, des pièces d'acier, un stylo et une bande de papier. Et nous avons le récepteur, donc elle dit la partie émetteur. L'autre partie, on appelle ça le récepteur.
Donc, exemple, voici un tableau fait le code de Morse. Donc, exemple pour la lettre grand A, le code Morse c'est point, le underscore. B, c'est underscore 3 points. C, c'est underscore point, underscore point. D, underscore 2 points, etc. Par exemple, pour le chiffre 4, c'est 4 points et un underscore. 5, c'est 5 points, ainsi de suite. 0, c'est 5 fois underscore. Donc, on a le téléphone. Donc, en 1876, Alexander Graham Bell invente le téléphone et en 1892, il réussira la première liaison téléphonique de New York à Chicago. Son principe de fonctionnement, c'est une plaquette métallique fixée à une membrane et actionnée par la voix et vibre devant un électroaimant. Ces vibrations permettent de produire un courant électrique variable grâce à un câble électrique. Nous avons le courant électrique peut être transporté et la parole devient alors transmissible. À l'autre extrémité du câble, au niveau du récepteur, un autre dispositif qui permet de reproduire la voix. Donc, pour le téléphone, nous avons comme entrée l'énergie acoustique, un transducteur qui convertit le signal mécanique en un signal électrique. Donc, ça, c'est dans le poste émetteur A, poste téléphonique A ou bien dans l'émetteur. Donc, à la sortie, on va récupérer un signal électrique qui sera l'entrée du récepteur ou bien du poste téléphonique B. Donc, qui fait l'opération inverse avec son transducteur qui va convertir le signal électrique et mécanique. Et à la sortie, on aura le récepteur, on aura l'énergie acoustique. Bien sûr, tout ce système est alimenté par une alimentation grand E. Donc, voici le téléphone. Et le téléphone géré par les demoiselles de téléphone. Maintenant, on va voir la radio. Nous avons les fils de cuivre qui étaient là à la base des dispositifs de communication, étaient très pénalisants. Coût de construction et de maintenance très important. L'impossibilité de communiquer avec un bateau en mer. La découverte des ondes hertziennes allait ouvrir l'ère du sans-fil et métamorphoser les lourds. Fragile et coûteux, câbles de cuivre en liaison invisible que constituaient les ondes électromagnétiques. Donc, toujours avec la radio, donc j'ai l'onglet James Clerk Maxwell. Découvrez que la variation d'un champ magnétique induit un champ électrique qui induit à son tour un changement de champ magnétique et que la transition produit une onde électromagnétique. Il publia un traité en 1870, mais ces ondes restent stationnaires à l'état de papier. Jusqu'à l'arrivée de l'allemand Henry Hertz, met en évidence les ondes radio. Il utilisera une bobine de Ruhmkorff pour créer des ondes électromagnétiques à haute fréquence, dont la portée était de quelques mètres. Il démontra que ces ondes sont de même nature que les ondes optiques et qu'elles se propagent à la même vitesse. Donc, voici un système qui fait la transmission radio. Donc, maintenant, on a le Branly, qui découvrait que certains milieux non conducteurs le deviennent subitement lorsqu'on produit dans le voisinage des décharges électriques, même si le producteur d'étincelles et le détecteur, le cohéreur, sont séparés par des murs. Cette découverte permet de détecter la présence de l'onde radio. Donc, voici un système de communication par radio. Donc, sachant que P c'est une pile Daniel, G c'est un galvanomètre,
teste un tube à limaille. Dans le circuit formé, il ne passe qu'un très faible courant. Si l'on produit dans le voisinage du circuit des décharges électriques, il y a une diminution brusque de la résistance et une forte déviation de l'aiguille du galvanomètre. Donc, le russe Alexandre Stepanovitch Popov, au milieu des éclairs, il accordera le fil du paratonnerre au cohéreur de Branly. L'antenne était née. L'Italo-Irlandais Marconi a eu l'idée de rassembler l'oscillateur de Hertz, le cohéreur de Branly et l'antenne de Popov pour en faire un tout et réaliser le premier émetteur-récepteur capable de transmettre un signal sur plusieurs kilomètres. Nous avons la première liaison radiotélégraphique sur plusieurs centaines de mètres, eut lieu à Boulogne en 1895 et Marconi fait breveter la radiotélégraphie en 1897, donc la TSF est née. Donc, vous voyez ici le principe de la communication par radio, donc avec son inventeur. Maintenant, si on va parler sur le spectre de radio, par exemple, si on arrive entre 30 gigas et 300 gigas, on appelle ça le EHF, c'est Extra High Frequency, donc c'est pour les réseaux privés, liaison vidéo portable, dispositifs anti-collision des véhicules. Entre 3 gigas et 30 gigas, on appelle ça le SHF, c'est Supra High Frequency. Le BLR, le WiMAX, des liaisons satellites, des réseaux privés, détecteurs de mouvement et d'alerte et des vidéos portables. Le UHF entre 300 mégas et 3 gigas, ultra haute fréquence. Donc, c'est pour les TV analogiques et numériques, les balises Argos, les réseaux privés, les AirLAN, les Wi-Fi, GSM, UMTS, téléphone numérique, le DECT et GPS. Entre 30 mégas et 300 mégas, le VHF, Very High Frequency, donc c'est radiodiffusion FM, TV analogique et numérique. Pour les radios privées, le RE2000, trafic maritime et fluvial, radiomessagerie ERMS, aéronautique et militaire. Entre 3 mégas et 30 mégas, c'est le HF, High Frequency, radiodiffusion OC, téléphone sans fil analogique et le radiomateur. Entre 30 kg et 3 mégas, c'est Medium Frequency, MF, radiodiffusion PO, LF, Low Fréquence, radiodiffusion GO. Entre 30 kg et 300 kg, le VLF, Very Low Frequency, entre 3 kg et 30 kg, c'est des communications avec les sous-marins sonars. Le ELF, Extra Low Frequency, c'est entre 30, 300 Hz et 3 kg. C'est des communications avec les sous-marins. Donc, concernant la télévision, donc, en 1880-1881, différents chercheurs émettent l'idée qu'on pourrait transmettre une image en projetant celle-ci sur une interface photosensible composée de pointes de sélénium, matériau photoélectrique. Le résultat de chaque point est transmis séquentiellement à un récepteur synchronisé avec l'émetteur. On a là le grand principe de l'analyse séquentielle qui est la base de tout système de transmission d'images animées. Donc, en 1884, Paul Nipkow dépose le brevet de son disque analyseur d'images. En 1920, les premiers prototypes de télévision apparaissent. En 1925-1926, John Logie Baird présente à la Royal Institution de Londres la télévision mécanique comporte 16 lignes. C'est la naissance officielle de la télévision. Donc, voici un exemple. Donc, on a une cellule photoélectrique, un signal, un disque d'amplification pour l'émission,
des trous, lentilles, un moteur, signal de synchronisation, une lampe, moteur, disque, trous, lentilles, écran et amplificateur pour la partie réception. Donc ça, c'est la télévision mécanique par disque, analyseur d'images. Ici, on voit la figure, le Jean Logébard devant son télévision mécanique. En 1927, des premières démonstrations publiques de la télévision aux États-Unis par les laboratoires Bell, utilisant une transmission hertzienne. Donc, nous avons des stations AM de 8 paniers 3XM, utilisant comme écran une dalle comportant 50 tubes néons avec 50 anodes, chacun soit 2500 pixels, qui donne une image de 50 lignes et 18 images par seconde. L'analyse de l'image se fait par disque de Nipkow. Donc, en 1929, le BBC émet des émissions expérimentales malgré des images de mauvaise qualité. En 1931, les premières transmissions d'une image de 30 lignes de montre rouge à Malakoff par René Barthélemy. En 1932, Anna-René Barthélemy réalise un programme expérimental en noir et blanc. Donc, la définition, c'est 60 lignes d'1 heure par semaine. Donc, c'est par télévision. Il y a très peu de postes de réception, une centaine qui sont surtout dans les services publics. En 1933, les premiers essais de télévision entièrement électroniques sont faits en Allemagne sous la direction de Manfred von Arden. Le tube analyseur de Zyorkin et le tube cathodique de Brown sont utilisés dans ces essais. Donc, nous avons en 1947, 3 Américains inventent le transistor qui peu à peu va détrôner les lampes et faire accélérer les évolutions techniques. En 1954, en avril, la première télévision couleur est commercialisée au USA, le RCA CT100. Donc, voici un exemple de 1954, le RCA Color USA 15 pouces, modèle CT100. D'accord? Donc, toujours avec la télévision, donc nous avons en 1962 les premiers essais de retransmission de télévision par le satellite Telstar entre les USA et la France. C'est le début de la Mondovision. En 1977, le premier télévision a utilisé un écran LCD. En 1995, lancement de la première télévision à écran plasma. 2003, lancement des premières boxes permettant de regarder la télévision par la DSL. 2006, commercialisation au Japon des premiers lecteurs HD, Blu-ray, disque par Sony, donc PlayStation 3, et du format concurrent le HD DVD de Toshiba, abandonné le 19 février 2008. 2009, en décembre, lancement des premiers téléviseurs en 3D. 2013, en décembre, lancement des premiers téléviseurs 4K, soit 7680 par 4320 pixels. Donc, concernant les satellites comme 7e moyen de télécommunication, donc nous avons au début des années 1960, les communications téléphoniques internationales restent très difficiles car les câbles sous-marins ont une capacité réduite. De même, la télévision ne permet pas encore de réaliser des directs sur des très longues distances. Donc, un projet est alors avancé, construire un satellite de télécommunication. Un satellite de télécommunication fonctionne comme un relais. Ces antennes de réception reçoivent les signaux émis depuis les stations au sol. Ces signaux sont filtrés, transposés en fréquence et amplifiés, puis retransmis par les antennes de transmission vers la Terre. Dans certains cas, le signal est traité à bord par des processeurs numériques du signal. Donc, on dit un satellite, Earth Station, un microwave relax
pardon, relais station, donc approximé de 30 000. La retransmission d'un signal impose l'utilisation d'une large plage de fréquences. Les plages de télécommunication sont situées principalement dans 6 bandes de fréquences désignées par des lettres. Donc, on a la bande L, S, C, X, Q, I, K, A. Donc, L, c'est 1 à 2 gigas, c'est la téléphonie mobile, les applications téléphonie mobile, transmission de données. Donc, la bande S de 2 à 3 gigas, la même chose, téléphonie mobile et transmission de données. La bande C de 3,4 à 7 gigas, c'est des services fixes de téléphonie, services de radiodiffusion, donc c'est des réseaux d'entreprises. Les X, 7 jusqu'à 8,4 gigas. Communication gouvernementale et militaire protégée et cryptée. La bande KU de 10,7 à 18,1 GHz. Donc, c'est la transmission de données haut débit. Télévision, vidéoconférence, réseau d'entreprise. KA de 18,1 jusqu'à 31 GHz. Donc, c'est la transmission de données haut débit. Télévision, vidéoconférence et les réseaux d'entreprise. Donc, plus la fréquence est élevée, plus les faisceaux générés peuvent être directifs. Donc, nous avons que les satellites de télécommunication, pour la plupart, se trouvent en orbite géostationnaire. Donc, l'orbite géostationnaire est une orbite circulaire située dans le plan équatorial. Sur cette orbite, un satellite tourne à la même vitesse et dans le même sens que la Terre et reste ainsi stationnaire, fixe au-dessus du même point au sol. Cette orbite a une altitude de près de 30 000 km, donc nous avons 35 780 km exactement. En 1961, un accord est signé entre la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis pour la réalisation du satellite Telstar. Ce satellite Telstar est constitué par Bell Telephone Laboratory et sera lancé de Cap Canaveral le 10 juillet 1962. En 1963, le premier satellite de télécommunication géostationnaire de 39 kg, le Syncom, est lancé sur une orbite de 35 783 par 35 792 km inclinée à 0,1 degré. Donc, concernant l'Internet, l'Internet vient du mot latin interne qui signifie entre et de l'anglais network qui signifie réseau. Donc, c'est le réseau des réseaux, dont la structure est similaire au réseau routier. C'est un maillage planétaire d'ordinaire interconnecté à travers un même ensemble de protocoles. En 1962, c'est le début de la recherche par DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, sur un réseau global d'ordinateurs. En 1969, c'est la création d'ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, donc probablement le premier réseau à transfert de paquets au monde. Son objectif principal était de permettre aux scientifiques et aux ingénieurs ouvrant dans le cadre des projets militaires américains d'échanger et de partager leurs ressources. Les 4 universités sont USCLA, Université de Californie à Los Angeles, le SRI, Institut de recherche de Stanford, le ICSB, Université de Californie à Santa Barbara et l'Université de Utah. Donc, voici un exemple de l'ARPANET en 1969. Un autre exemple, ARPANET en 1970. Donc, avec l'Internet, donc en 1971, le courrier électronique, donc c'est en 1971, et inventé le courrier électronique email. C'est l'une des utilisations les plus populaires d'Internet. C'est Ray Tomlinson de BBN qui est l'inventeur. À l'époque, Tomlinson travaille sur un système permettant à un utilisateur d'une machine de laisser un message à un autre utilisateur de la même machine. En même temps, il teste un logiciel de transfert de fichiers via l'ARPANET. C'est en réunissant les deux concepts qu'il invente le courrier électronique.
C'est également lui qui choisit l'arrobase comme séparateur pour les adresses électroniques. En 1973, le TCP/IP, donc en 1973, se développe par Venton Cerf de Stanford et Bob Kahn d'ARPA, nouveau nom de la ARPA, donc ce qu'on appellera plus tard le protocole TCP/IP, l'une des pierres d'angle de l'Internet actuel. Donc, nous avons le protocole TCP/IP sera adapté par le département de la Défense pour l'ARPANET en 1976. Le DNS, donc, on a au début de l'ARPANET la conversion nom-adresse dans un fichier noté host.txt. Ce fichier est maintenant maintenu par le Network Information Center, le NIC, de l'Institut de recherche de Stanford. Le système devient trop lourd à gérer et il y a des problèmes de collision. Donc, nous avons deux machines qui ont le même nom qui peuvent mettre en danger le bon fonctionnement de l'ARPANET. Donc, on dit en 1883, pour résoudre ce problème, le DNS, Domain Name System, est inventé. C'est une base de données distribuée qui permet une gestion locale des noms de domaine, tout en rendant l'information disponible à tous. La base de données est divisée en zones, donc pour chaque zone, un ou plusieurs serveurs de noms, donc name server en anglais, répond aux requêtes des résolveurs. Les résolveurs sont des programmes qui communiquent entre les programmes utilisés par une machine et les serveurs de noms et permettent de faire le lien entre nom d'une machine et adresse IP. En 1984, se mettent en place les top-level domains, c'est-à-dire les suffixes comme .com, .gov, .net ou encore .org. En 1989, le World Wide Web, c'est avec la naissance du web d'Internet, s'étendait au grand public. En mars 1989, Tim Berners-Lee était alors chercheur au CERN de Genève, le laboratoire européen de physique des particules, et souhaitait ainsi fournir au plus grand nombre de chercheurs possible un système d'information globale fondé sur le système de l'hypertexte. Berners-Lee est l'inventeur du premier serveur web qu'il appelle HTTPD et du premier client web qu'il appelle 3W pour World Wide Web. En 1993, c'est le Mosaic. C'est en mars 1993 qu'est inventé Mosaic, le premier des navigateurs Chrome bibliques doté d'une interface graphique. Son auteur, c'est Mark Anderson, étudiant à l'Université de Illinois et assistant au NCSA, National Center for Supercomputing Application. La première version de Mosaic est pour le Unix, mais rapidement sortent des versions pour Windows et MacOS. Mosaic connaît un succès immédiat. Autre élément de l'importance de Mosaic dans l'histoire d'Internet, c'est le premier navigateur autorisant l'emploi d'images sur des pages web. En 1995-2003, c'est la multiplication des navigateurs. Le Mark Anderson a créé en 1994 le Netscape, un navigateur qui supplante rapidement Mosaic et règne en maître sur le marché des navigateurs jusqu'en 1995 quand Microsoft lance Windows 95 et son propre navigateur Internet Explorer. Menacé par ce puissant rival Netscape, qui est en Netscape 4, lancé en 1998. Donc, nous avons le groupe Mozilla, d'après le nom de code de Netscape Communicateur. Quand le groupe Mozilla sort enfin Mozilla 1.0 en 2002, le Netscape, racheté entre-temps par le AOL, peut lancer Netscape 7, mais c'est déjà trop tard. Internet Explorer détient plus de 90% du marché. En 2003, le AOL prend acte de son échec et cesse de développer le Netscape.
et l'aide à mettre sur pied la Mozilla Foundation. Chargée de poursuivre l'écriture de Mozilla, permettant ainsi à une offre alternative de suivre. Aujourd'hui, Mozilla et ses dérivés sont des navigateurs très utilisés. Donc, en 1984, j'ai 1000 ordinateurs connectés, 87, 10 000 ordinateurs connectés. Dès les années 80, Internet était encore un réseau qui reliait principalement des laboratoires de recherche et des universités. À cette époque, l'utilisateur moyen était un spécialiste de l'informatique, un chercheur bénéficiant d'un accès via une université, un scientifique ou un ingénieur de la défense américaine. Donc, les services de l'Internet, c'est bien le social network, interactive web, commercial web, donc le Google, le PayPal, le eBay, Amazon.com. Le World Wide Web, c'est AOL, le Netscape Yahoo, Early Internet, donc c'est les mails et les bulletins Birds. La croissance de l'Internet, donc j'ai décembre 1995, c'est 16 millions. Décembre 96, c'est 36 millions, donc c'est 0,9% de la population mondiale. Décembre 97, 70 millions. 98, 147 millions. Décembre 99, 248 millions. Mars 2000, c'est 304 millions. Juillet 2000, c'est 359 millions. Décembre 2000, 361 millions. Jusqu'à mars 2017, nous avons 3 732 millions. Donc, c'est à peu près 49,6% de la population mondiale. Donc, la distribution linguistique de langue d'utilisateur, donc on trouve l'anglais, c'est 27%, entre des 7%, le français 3%, la Russie 3%, le coréen 2%, arabique 3%, l'allemand 4%, le portugais 4%, japonais 5%. Et l'espagnol, c'est 8%. Donc, je vous donne les services de télécommunication. Donc, on entend par service de télécommunication les services qui consistent en tout, en partie, la transmission, l'acheminement de signaux sur le réseau public de télécommunication par les procédés de télécommunication. Donc, nous avons les services de télécommunication sont un marché mondial qui dégage des recettes de valeur en milliers de milliards de dollars. Les services mobiles représentent environ 40% de ce montant et le nombre d'abonnés aux services mobiles converge actuellement la population mondiale. Donc, voici un exemple d'un graphe. On a dit le nombre d'abonnés au mobile dans le monde en milliards. Donc, c'est l'évolution des abonnés mobiles dans le monde. Donc, on a dit le marché des télécommunications en Afrique, c'est l'évolution des abonnés mobiles en Afrique. Ici, on a dit la recette de l'industrie mondiale de télécommunications, donc 1990 jusqu'à l'année 2000. Donc, les services de télécommunication pour le son, nous avons téléphone, l'interphone, messagerie vocale, recherche de personnes, conférences téléphoniques, informations téléphoniques, l'horloge parlante, météo, la radiodiffusion, les téléphonies mobiles. Pour les textes, nous avons télétexte et télétexte, téléx et télétexte, des courriers électroniques, documentation électronique, la vidéothèque, télécopie. Pour l'image, c'est le transfert d'images fixes, télévision, visiophonie, la visioconférence, vidéocommunication sur réseau câblé, téléinformatique, télémesure, transport de données, la télésurveillance et la télécommande. Donc, pour les normes, nous avons une norme désigne un ensemble de spécifications décrivant un objet, un être ou une manière d'opérer et en résulte un principe servant de règle et de référence technique. Une norme n'est pas obligatoire, son adhésion est un acte volontaire. Certains sont rendus obligatoires par un texte réglementaire ou décret de loi. Le standard résulte d'un
consensus plus restreint que pour la norme. Il est élaboré entre des industriels au sein de consortiums et non par des organismes nationaux ou internationaux. La différence entre normes et standards est faible et les anglo-saxons utilisent le terme de standard pour désigner une norme. Donc, on dit la norme IMPEC 4 recommandée en Guinée, donc la date entre 1994-2000, la résolution par défaut max 720 par 577, le débit 5 à 10 mégabytes par seconde et le débit standard 880 kilobytes par seconde. Donc, on dit la norme I3E, publiée en 7 décembre 2005, et une autre qui est publiée en 22 septembre 2005, elle est toujours active. Pour les normes et les standards des télécommunications, et c'est la nécessité d'une normalisation. Les rôles des normes et des standards sont permettre des échanges des machines de constructeurs différents, assurer l'indépendance des applications vis-à-vis des contraintes de transmission, garantir l'évolution future sans remettre en cause l'architecture logicielle et matérielle. Au final, les normes présentent une double sécurité pour les industriels auxquels elles garantissent compatibilité avec les matériels concurrents et pour les clients auxquels elles assurent l'interfonctionnement entre ces différents acquis. Donc, on a l'organisation de normalisation, donc on dit le UIT, le ITU, Union internationale des télécommunications, donc c'est International Telecommunication Union. C'est l'institution spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l'information et de la communication TIC. Le UIT attribue dans le monde entier des fréquences radioélectriques et des orbites de satellites, élabore les normes techniques qui assurent l'interconnexion harmonieuse des réseaux et des technologies qui s'efforcent d'améliorer l'accès au TIC pour les communautés mal desservies. Le UIT-IT, c'est la section de UIT chargée des recommandations pour les télécommunications et réseaux. Chaque lettre de l'alphabet correspond à un domaine de normalisation propre appelé série. Dans chaque série, un chiffre permet de fixer le cadre technique concerné. Exemple, la norme H32X, sur lesquels repose le RTC, c'est le réseau téléphonique comité, le RNIS, le réseau numérique à intégration de services, ont été adaptés aux nouveaux supports de transmission et aux besoins multimédia. Elles décrivent le codage audio et vidéo. Voici quelques exemples de la norme HCE de l'EIT. Donc, on dit le réseau numérique à intégration de services, le ATM, le réseau WAN, le réseau Voice, RTC. Et bien sûr, les normes et les caractéristiques de chaque réseau. Exemple, le premier, c'est commutation de circuit voix numérique. Deuxième, commutation de circuit voix numérique. Troisième, frame relay voix numérique. Commutation de paquet IP voix numérique pour le quatrième. Et commutation de circuit voix numérique pour le dernier RTC. Donc, standard ISO, c'est International Organisation pour Standardisation. Donc, ISO vient du grec ESOS signifiant égal à son siège à Genève en Suisse. C'est une organisation internationale créée en 1947. Son but lucratif, elle est composée de membres qui sont les organismes nationaux de normalisation de 162 pays, les membres qui jouent un rôle essentiel dans le mode de fonctionnement de l'ISO se réunissent une fois par an pour une assemblée générale qui décide des objectifs stratégiques. La secrétariat central à Genève, Suisse, coordonne le système et les activités courantes, l'organisation dans son ensemble. Ces activités sont menées sous la direction du secrétaire général. Les références de normalisation ISO pour les télécommunications sont données dans le tableau suivant. Donc, on a chaque norme et son domaine d'application.
Nous avons aussi le ETSE, c'est Institut Standard de Télécommunications Européen, créé en 1988 sous l'égide de l'Union Européenne, fait à 490 membres de 34 nationalités. Les membres sont des secteurs divers, administration, constructeurs, opérateurs réseau, prestataires de services, utilisateurs. Donc, c'est toute organisation européenne démontrant son intérêt pour le développement des standards européens de télécommunications. Donc, nous avons le ANSI, comité T1, c'est American National Standard Institute Committee en télécommunications. Le GTTS, c'est, Japonaise Télécommunications Technologique Comité. Donc, voici un exemple de quelques normes, 2G, 3G et 4G. Donc, on dit 2G, 3G, pré-4G et 4G. Donc, هذا راح تلقاوهم في des vidéos وحدهم. Des normes, le I3E 802.15.1, .2, .3 et .4, par exemple, réservés pour le Bluetooth version 4. La vitesse 1 MB par seconde, la portée de 50 à 60 mètres. Donc, l'apparition, c'est en 2010. Donc, un des standards, des lignes affichées, des pixels par ligne, résolution d'image, la proportion de l'image et le tram par seconde. Donc, on dit la norme DVB, c'est Digital Video Broadcasting. C'est une norme définie pour le ETS et pour la diffusion de télévision numérique. Le flux est transporté peut être radio, vidéo ou bien données. La norme de compression, l'IMPEG 2 ou l'IMPEG 4, combinée avec d'autres infos pour permettre aux décodeurs de les séparer et assurer la synchro-image-son. On dit le DVB-C, câble en 1993, la diffusion de télévision numérique sur le canal de transmission. Le moins perturbant, le débit maximal 38 MB par seconde. Le DVB-T, c'est terrestre. 1997, c'est la transmission sur canal artésien terrestre fortement perturbée. La transmission est sur les mêmes bandes que TV analogique, le UHF, et le débit est de 30 MB par seconde. Donc, on trouve aussi les normes DVB-H en 2004. C'est des petits terminaux mobiles par batterie dont les nouvelles contraintes par rapport à DVB-T sont l'augmentation de la durée d'utilisation des batteries, l'accès et service lors du changement de cellule et la flexibilité pour réception à différentes vitesses. Réception sur très petite antenne avec forte interférence et utilisation de différentes bandes de fréquences. Le débit varie de 5 à 32 MB par seconde. On dit la norme DVB-S en 1993 et la norme DVB-RCS en 1999. Donc, c'est un standard avec voie-retour. Utilisateur station émettrice pour interactivité. La réception est par DVB-S et la transmission vers la satellite par la même antenne. Donc, nous avons le standard permet l'accès à Internet au débit pour zones difficiles d'accès. Non desservi par ADSL, le débit sur la voie retour est à 2 MB par seconde en montant et 8 MB par seconde en descendant. Donc, nous sommes à la fin de la vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Et à la prochaine vidéo. Inch'Allah. Wa astawdi'ukum Allahu alladhi la tadi'u wadai'uhu.